Ok, donc la semaine dernière, on avait tout juste commencé notre considération de milieu de culture pour les bactéries et on avait rapidement vu les définitions et un exemple de milieu défini, autrement appelé milieu synthétique, et des milieux complexes. Donc ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va continuer sur les milieux de culture. On terminera ça. Ensuite, on va considérer la croissance bactérienne, les différentes phases de croissance d'une bactérie en milieu liquide. Comment on peut calculer le temps de génération d'une bactérie pendant sa phase de croissance exponentielle, la croissance des bactéries sur les surfaces, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est considérer l'impact de différentes conditions environnementales sur la croissance bactérienne. Conditions environnementales, la température, le pH, concentration en sel, ces choses-là. D'accord? Je ne suis pas sûr que je vais terminer, mais en tout cas, sinon je terminerai la prochaine fois. Alors, milieu synthétique, on connaît précisément tous les composants qui sont dans le milieu. Un milieu complexe, on ne connaît pas précisément tout ce qu'il y a dans le milieu, mais il y a un mélange complexe de différents composants et on considère qu'on va avoir tous les facteurs de croissance nécessaires pour une bactérie présents dans un milieu complexe. Alors, en plus de ça, on a ce qu'on appelle des milieux enrichis pour la croissance bactérienne. Donc, un milieu enrichi, c'est un milieu complexe dans lequel on a additionné un ou plusieurs nutriments spécifiques qui sont nécessaires pour la bactérie que l'on souhaite cultiver. Et donc, un exemple d'un milieu enrichi, c'est une gélose au sang frais. Et une gélose au sang frais, on va avoir un milieu complexe, donc avec tryptone de caséine et peptone de soja. C'est-à-dire que l'on a tous les acides aminés présents dans ces composants-là, plus d'autres choses que l'on ne contrôle pas vraiment. Un peu de sel, et à ça, on va rajouter le sang de mouton, donc, qui contient donc les cellules eucaryotes qui vont contenir peut-être un nombre de facteurs que l'on ne comprend pas, mais qui vont être essentiels pour la croissance de certaines bactéries. Et donc, les milieux enrichis permettent de cultiver les bactéries chimio-hétérotrophes dites fastidieuses. Elles sont fastidieuses car elles ne poussent pas ou pas très bien sur des milieux enrichis, un milieu complexe basique, comme le milieu LB que l'on avait vu auparavant. Donc les bactéries comme les streptocoques ou listeria ont en général besoin d'un milieu enrichi pour pousser bien. Donc en TP, vous allez faire vos ensemencements sur du milieu LB et vous ne risquez pas de voir des streptocoques qui vont pousser sur ce milieu parce qu'elles ont besoin d'un milieu enrichi pour pousser bien. Alors, à côté de ça, ou en plus de ça, on a des milieux dits sélectifs. Et les milieux sélectifs, ce sont des milieux complexes dans lesquels on a ajouté des composants qui vont soit inhiber la croissance de certaines bactéries, ou alors d'autres composants qui vont favoriser la croissance d'autres. Et ça nous permet de sélectionner quelles bactéries vont pousser sur le milieu. Donc si on cherche une souche de bactéries en particulier, on sait ce qu'on cherche, donc on peut choisir un milieu sélectif pertinent pour cette bactérie-là. Donc, quelques exemples de milieux sélectifs sont par exemple le milieu de Chapman, qui contient du NaCl à une concentration de 75 grammes par litre. Et ça sera le composant sélectif, car cette concentration de sel ne permet pas la croissance de la plupart des bactéries. Donc, seules les bactéries qui supportent le sel, les bactéries halotolérantes ou halophiles, peuvent croître sur un milieu avec 75 grammes par litre de sel.
de NaCl. Donc ça, c'est un milieu sélectif pour les bactéries hallotolérantes ou halophiles, par exemple les staphylocoques. Alors, un autre milieu sélectif pour le staphylocoque, c'est le milieu de Baird-Parker, qui comprend des agents sélectifs qui vont inhiber la croissance de la plupart des bactéries, le chlorure de lithium et le tellurite. Donc la plupart des bactéries, gram plus ou gram moins, ne vont pas pouvoir croître sur ce milieu. Mais en plus, il comprend des sources de glucose qui sont préférentiellement utilisées par les staphylocoques, la glycine et le pyruvate. Donc les staphylocoques vont pouvoir mobiliser ces sources de carbone très bien. La plupart des bactéries, même si elles sont capables de les utiliser, vont pousser un peu moins bien. Donc on a un peu deux types d'actions de composants sélectifs dans le milieu Baird-Parker. Le chlorure de lithium et le tellurite qui inhibent la croissance de la plupart des bactéries et les sources de carbone qui vont favoriser la croissance des bactéries que nous recherchons. Et notre dernier exemple, c'est le milieu Makonki, qui comprend les sels biliaires et le violet de gentiane. Donc, si vous le voyez, c'est une jolie couleur pourpre. Et ces deux composants vont inhiber la croissance de bactéries à grammes plus. Donc, seuls les grammes moins peuvent croître dans ce milieu. Donc, ça, c'est quelques exemples de milieux de culture sélectifs qui permettent d'enrichir pour les types de bactéries que l'on recherche dans un mélange complexe. Typiquement, dans un échantillon de sel, on va peut-être chercher certains types de bactéries et on sait qu'on en a une tonne de différentes souches de bactéries dans le prélèvement initial. Le milieu sélectif, c'est ce qui permet de voir les bactéries que l'on recherche, malgré un bruit de fond très important d'autres souches de bactéries. Alors, les milieux sélectifs sont souvent différentiels également. Et un milieu différentiel comprend quelques composants qui permettent de différencier différentes souches de bactéries. Donc, par exemple, dans le milieu de Chapman, l'agent différentiel, c'est la présence de mannitol comme source de carbone qui peut être fermenté par les Staphylococcus aureus. Okay. Donc, ensuite, pour le milieu Baird-Parker, on a à nouveau deux éléments différentiels. Donc, le tellurite a un caractère différentiel parce que les bactéries qui survivent en réduisant le tellurite, j'imagine en telluride, vont provoquer le dépôt d'un composé noir. Donc, les colonies noires sont une indication qu'on a du Staphylococcus aureus. En plus, on a du jaune d'œuf dans le milieu Baird-Parker qui peut être dégradé par une lécitinase qui est sécrétée que par certaines bactéries. Donc, les colonies noires avec un halo clair, c'est très spécifiquement des colonies de Staphylococcus aureus et pas juste une autre bactérie qui est capable de survivre à la présence de chlorure de lithium et de tellurite. Et dans le milieu Makonki, on a la présence de lactose et la coloration différentielle des colonies va indiquer si notre bactérie est capable ou non de fermenter le lactose. Et les bactéries à grand moins qui sont capables de fermenter le lactose sont des coliformes. Donc, ça donne quelque chose un peu comme ça. Donc, sur le milieu Chapman, on voit des colonies qui poussent ici et des colonies qui poussent en bas. En bas, on a le milieu qui vire au jaune, c'est-à-dire que le mannitol a été fermenté, le pH de toutes les géloses baisse et le rouge de phénol, qui est l'indicateur de pH qui est également dans le milieu, va prendre une couleur jaune. Donc ces bactéries-là sont mannitol+, il s'agit de Staphylococcus aureus,
Celles-ci sont mannitol moins, et ça va être probablement quelque chose comme Staphylococcus epidermidis. Un autre staphylocoque, mais pas aureus. Ici, sur le Baird Parker, ces colonies noires avec un halo clair, ce sont des Staphylococcus aureus. Et sur notre boîte de McConkey, on a 2 souches étalées qui sont lactose positifs, avec des colonies qui sont roses, et une autre souche qui est lactose moins, lactose négatif, qui donne des colonies qui sont incolores. D'accord? Donc, ça, c'est ce que donnent ces milieux qui sont à la fois sélectifs et différentiels. Ok, donc pour voir si vous avez compris ça, moi je vous donne un autre type de milieu sélectif qui est un milieu qui existe, c'est le milieu dit SS, qui est intéressant pour la culture des shigelles et des salmonelles. Tant que je trouve la question. Ah, c'est bizarre, je n'arrive pas à trouver la question là. Ah, oui, c'est ça. OK. OK, normalement, la question est ouverte. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. 90 votes, c'est bien, c'est bien. 92. Ah, j'essaie d'arriver à 100, mais j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à 100. Ah, 97, c'est bien. Oh, so close. On était... Ah ouais! OK. Alors, les réponses les plus plébiscitées, c'est réponses 2 et 6. Et les autres, pas sûr. 2 et 6, voilà, les deux sont corrects là. 2, c'est un milieu complexe. Oui, c'est le cas, parce qu'on a quoi? On a des peptones et des extraits de viande. Ce sont des mélanges complexes. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc c'est pour ça que c'est un milieu complexe. Ce n'est pas un milieu défini où on sait précisément tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est un milieu complexe. Et en bas, question 6, c'est un milieu différentiel pour les salmonelles. Donc si il est différentiel pour les salmonelles, il ne va pas être sélectif pour les salmonelles. Les deux réponses ici sont un petit peu exclusives. L'un ou l'autre est vrai, mais les deux ne peuvent pas être vrais à la fois. Enfin, disons que, oui, non, si, les deux peuvent être vrais à la fois. Mais si le milieu est différentiel pour les salmonelles, ça veut dire que les salmonelles plus autre chose peuvent pousser.
mais les salmonelles vont donner une couleur différente qui permet de les identifier. Si le milieu est sélectif pour les salmonelles, ça veut dire qu'il n'y a que les salmonelles qui peuvent pousser. D'accord? Or, on dit que les shigelles donnent des colonies claires. Donc les shigelles peuvent aussi pousser sur ce milieu. Donc le milieu, il n'est pas sélectif pour les salmonelles, parce qu'il y a salmonelles plus autre chose qui peut pousser. Mais il est différentiel pour les salmonelles. Donc ça, c'est ces deux questions-là. Et ensuite, les deux autres réponses possibles, c'est alors c'est un milieu sélectif ou un milieu différentiel pour les grands moins. Ben, c'est un milieu sélectif pour les grands moins, parce qu'on a dedans des sels biliaires. Et ça, on a vu dans le milieu de McConkey, c'était un agent sélectif pour les bactéries à grand moins, parce que ces sels biliaires vont inhiber la croissance de la grande majorité de bactéries à gram plus. Mais c'est sélectif, ce n'est pas différentiel. D'accord? Il permet uniquement aux bactéries à grand moins de pousser. OK? Donc, des milieux sélectifs peuvent être sélectifs et différentiels à la fois, et sélectifs et différentiels à différents niveaux. Donc, ça, c'est un truc important à comprendre, surtout pour les TP. Donc, on a vu un petit peu les différents milieux de culture. Donc, maintenant, on va considérer la croissance bactérienne. Et si on veut étudier la croissance bactérienne, on a besoin de techniques pour quantifier le nombre de bactéries que nous avons dans notre échantillon. Et ici, on parle d'échantillons au milieu liquide. Et la technique peut-être la plus évidente, c'est de étaler les bactéries et de nombrer le nombre de colonies sur une boîte de gélose. Et ce qui est illustré ici, c'est la démarche vraiment classique. On commence avec notre échantillon non dilué, l'échantillon initial ici. On va effectuer une série de dilutions en cascade de 10 en 10. Donc on pipette 1 ml dans 9 ml d'eau distillée. Donc on a des séries de dilutions en cascade. Ça, on va le vortexer, on prélève 1 ml. On fait une dilution au centième, au millième et au 10 millième. Et ensuite, dans l'exemple qui est donné ici, on prélève 1 ml, on mélange avec du gélose en surfusion et on coule tout ça sur les nouvelles boîtes. On met dans l'incubateur et on va dénombrer le nombre de colonies. Et une colonie qui pousse au bout de 24 heures ou 48 heures, c'était une bactérie vivante que l'on a déposée sur le gélose au jour 0, lorsqu'on a fait l'étalement. Donc chaque colonie représente une bactérie vivante, une unité formant colonie, UFC. Donc pour notre dénombrement, on va privilégier les boîtes avec un nombre entre 30 et 300 colonies. Certains disent entre 25 et 250, c'est un peu la même chose, mais tout simplement parce que lorsqu'on arrive à plus de 250 ou 300 colonies, on a beaucoup de mal à les individualiser. Donc le dénombrement n'est pas exact à cause de ça. Et lorsqu'on a moins de 25 colonies sur la boîte, statistiquement, la mesure devient moins valable. Donc ici, on a une boîte avec 5 colonies et une boîte avec 50 colonies. C'est cette boîte-là qu'on va prendre en compte pour notre dénombrement. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va multiplier le nombre de colonies par le facteur de dilution et on va diviser par le volume que l'on a étalé sur la boîte. Donc ici, on a 50 colonies sur notre boîte. Le facteur de dilution, on a étalé les bactéries diluées au millième. Donc notre facteur de dilution, c'est par 1000. Donc on multiplie par 10 puissance 3 par 1000. Et dans cet exemple, on a étalé 1 ml. Donc on va diviser ça par 1 ml. Et là, ça nous donne notre nombre de unités formant colonie par ml.
Donc ici, ça fait 50 000, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance 4. D'accord? Donc on fait ça et on a un dénombrement en bactéries vivantes. Donc ça, c'est ce que tout le monde va faire en TP. Alors l'autre moyen de quantifier le nombre de bactéries que nous avons dans une suspension liquide, c'est d'exploiter l'observation que lorsque les bactéries poussent, le milieu devient trouble. Donc à gauche, on a un tube de milieu la veille, dans lequel on n'a rien ensemencé. À droite, c'est les bactéries qui ont poussé, ça devient trouble. Et la turbidité peut être quantifiée par la turbidimétrie. Donc si on a une solution liquide qui est totalement translucide, avec 100 bactéries ou d'autres particules en suspension, on va passer la lumière à 600 nanomètres de longueur d'onde à travers ce milieu. Tous les rayons de lumière vont passer. Donc on aura zéro absorbance. Tandis que si on a quelques bactéries en suspension dans notre milieu de culture, et on va illuminer à 600 nanomètres, à la lumière à 600 nanomètres de longueur d'onde, une partie des rayons lumineux vont être déviés par les particules qui sont en suspension. Et sur l'appareil, ça va apparaître comme une absorbance de la lumière. Ce n'est pas vraiment de l'absorbance, c'est plutôt de la déviation de la lumière. Mais néanmoins, on considère que c'est une absorbance de la lumière. Et ça nous donne une mesure de la densité optique à 600 nanomètres. Et on a une relation linéaire entre la densité optique à 600 nanomètres et le nombre de bactéries en suspension. C'est une application de la loi de Beer-Lambert. C'est la même chose que lorsqu'on a des différentes composants chimiques coloriés en solution. On a une relation linéaire entre la concentration et la densité optique. Donc, ça veut dire que, si on met ça en termes mathématiques, notre densité optique à 600 nanomètres égale le nombre de bactéries par ml que nous avons en suspension multiplié par un constant K. Et la valeur de ce constant K va être à peu près 10 puissance 9. C'est-à-dire, lorsqu'on mesure un DO 600 nanomètres égal à 1, ça veut dire qu'on a 1 milliard de bactéries par ml. Mais c'est plus ou moins un facteur de 10 parce que le ratio exact entre la densité optique et le nombre de bactéries en suspension est différente selon la souche de bactéries. Pourquoi? Parce que les bactéries ont différentes tailles et différentes formes, et selon la taille et la forme, une bactérie va plus ou moins dévier la lumière. Donc ce facteur de conversion entre le DO 600 nanomètres et le nombre de bactéries par ml, il faut le déterminer pour chaque souche de bactéries, mais une fois qu'on l'a déterminé une fois, on peut l'utiliser pour calculer le nombre de bactéries que l'on a par ml. D'accord? Donc ça, ce sont les deux techniques de base qu'on utilise pour dénombrer et quantifier le nombre de bactéries que nous avons dans un échantillon. Et une chose à retenir, c'est que la DO 600 nanomètres est capable donne une indication de la présence de bactéries qui sont vivantes et mortes. Donc on ne distingue pas les bactéries mortes des bactéries vivantes avec le DO 600 nanomètres. Une autre chose à garder en tête, c'est que les sensibilités des deux techniques n'est pas la même. Par exemple, ici, on avait une suspension à 5 fois 10 puissance 4 bactéries par ml. Et cette concentration de bactéries, ce ne serait pas détectable par turbidimétrie. Parce que si une DO de 1 égale 10 puissance 9 bactéries par ml,
la limite de détection que nous avons, c'est quelque chose comme 10 puissance 7 bactéries par ml. Parce que ça ferait un DO égal à 0,01, et déjà, on n'est pas vraiment dans la zone où on quantifie correctement sur un spectrophotomètre. D'accord? Donc, ici, l'étalement sur boîte, ça va être plus performant pour détecter les faibles concentrations de bactéries et leur quantification, tandis qu'ici, la turbidimétrie, ça marchera bien lorsqu'on en a beaucoup. Minimum 10 puissance 7 par ml. Alors, maintenant, on va considérer la fameuse courbe de croissance de bactéries en milieu liquide dans un système fermé. Donc, dans un système fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, j'ai un airline de 50 ml de milieu de culture, j'ensemence 0,5 ml de préculture de bactéries et je le mets en culture et à différents temps, je prélève dans mon airline et je détermine combien j'ai de bactéries vivantes dans ma culture. Donc, c'est ce qui est illustré ici. Donc, j'imagine que j'ai ensemencé mon airline à t égale 0 et à différents temps, je prélève un petit bout, je fais une série de dilutions en cascade de 10 en 10, j'étale tout ça sur mes boîtes de pétri, je fais mon dénombrement et je calcule pour chaque temps combien j'ai de unités formant colonie de UFC par ml, combien j'ai de bactéries vivantes par ml dans ma culture. Et la courbe aura cette forme-là. Et je représente mes unités formant colonie, les UFC par ml, sur une échelle logarithmique. Donc ça, c'est important et on verra pourquoi tout à l'heure. Alors, les différentes phases que je peux voir sur cette courbe sont d'abord une phase de latence. Donc, les bactéries, en général, ne commencent pas à pousser tout de suite. Ça, c'est le cas lorsqu'on a des bactéries que l'on ensemence, qui ont été gardées dans le frigo pendant la nuit, sur des boîtes sur une colonie ou dans un milieu liquide qui a été gardé à froid la nuit avant de les ensemencer. Donc les bactéries que j'ensemence ne sont pas en phase de croissance. Elles sont plutôt en phase de survie et elles n'expriment pas forcément toutes les enzymes qui sont nécessaires pour métaboliser le glucose, dégrader les peptones et se mettre à pousser. Donc lorsque je les transvase, ces bactéries qui sont plutôt en phase de survie dans un milieu riche et je les mets à 37 degrés, donc les conditions favorables à la croissance, il y a un petit temps de latence qui est nécessaire pour que la bactérie commence à exprimer toutes les enzymes nécessaires pour engager la croissance. Donc ça, c'est le temps de latence ici. Et au bout d'un moment, les bactéries se sont adaptées et elles vont commencer à pousser. Et cette deuxième phase, c'est la phase de croissance exponentielle. Et je vois que je suis en phase exponentielle car ça me donne une courbe, enfin ça me donne une droite lorsque j'exprime les concentrations de bactéries par ml sur une échelle logarithmique. Ça me dit que je suis en phase exponentielle. Donc ça va durer un certain temps jusqu'à ce que on a utilisé, donc soit on a utilisé tous les nutriments dans le milieu, ou alors on a une accumulation de produits toxiques de métabolisme qui vont inhiber la croissance. Donc les bactéries fermentaires vont produire des composés acides qui sont les produits de fermentation et la diminution de pH peut inhiber la croissance bactérienne. Donc on arrive à la phase stationnaire et à partir d'un certain temps, vraiment le milieu de culture sera totalement épuisé et là on rentre dans une phase de mort. Lorsqu'on prélève la culture, on a de moins en moins de bactéries qui sont vivantes. Alors des fois on parle d'une cinquième phase de croissance, c'est-à-dire que si on continue à suivre notre culture, et on pourrait imaginer que si on suit cette phase
de mort, on devrait avoir 0 bactéries vivantes à la fin. Mais souvent, on voit que ce n'est pas le cas et qu'on rentre dans une 5e phase qui est plutôt la sorte de survie à long terme. Donc, certaines souches de bactéries sont capables de se mettre dans une sorte un état qui permet de survivre à long terme, même lorsque les conditions sont défavorables. Donc, des fois, on parle d'une 5e phase dans la courbe de croissance. Mais pour nous, on va considérer juste ces 4 phases. Latence, croissance exponentielle, phase stationnaire et mort. Alors, lorsque les bactéries commencent à pousser, et pousser à leur vitesse maximale, cela donne une phase de croissance exponentielle. Pourquoi? Parce que, tout simplement, chaque fois qu'une bactérie se divise, elle va se diviser en 2. C'est-à-dire que si je commence avec une cellule bactérienne à ma génération 0, lors de la première division cellulaire, cette bactérie va se diviser en cellules filles. Donc j'aurai 2 bactéries. Ensuite, j'en aurai 4. Ensuite, j'en aurai 8. Et ainsi de suite. Donc à chaque génération de division bactérienne, le nombre de bactéries dans la culture se dédouble. Et ça me donne une suite exponentielle en puissance de 2. Et ça, c'est leur relation que l'on va exploiter pour calculer le temps de génération d'une bactérie qui est en train de pousser. Alors, si je prends juste ma phase exponentielle de croissance ici, si on est en phase exponentielle et je mesure le nombre de bactéries que j'ai à un temps 0, le début de la phase exponentielle, et je mesure les bactéries à un temps t après l'initiation de la phase exponentielle, le nombre de bactéries qui vont être présentes à mon temps t est prédit par cette formule. Le nombre de bactéries que j'ai à temps t, c'est le nombre de bactéries que j'avais au début de la phase exponentielle multiplié par 2 puissance n. Et n, c'est le nombre de générations. Donc c'est ce qu'on avait ici, là, mon n. Mon 2 puissance n, c'est le nombre de générations de bactéries. Donc ça, cette équation mathématique n'est pas si compliquée que ça. J'ai éventuellement 3 chiffres. J'ai nt, le nombre de bactéries à temps t. J'ai n0, le nombre de bactéries au début de la phase exponentielle. Et j'ai mon petit n, qui est le nombre de générations. Donc si je mesure 2 de ces facteurs-là, je peux en calculer le 3e. D'accord? Donc je peux mesurer combien j'ai de bactéries à temps 0, le début de ma phase exponentielle, et le nombre de bactéries que j'ai au bout de x minutes, le nt. Donc temps 0, ici sur ma courbe, elle ne serait pas là. Okay? Ce n'est pas ça le temps 0. Le temps 0 sera plutôt ici, à temps 60 minutes. C'est ça le début de ma phase exponentielle. D'accord? Donc je peux mesurer ces deux choses-là et je veux calculer le dernier inconnu qui est le petit n, le nombre de générations. Alors, comment je fais avec cette formule-là? Je commence en mettant tout en log, parce que si je fais ça par la magie de logarithme, ce que ça me permet de faire, c'est de prendre le petit n ici qui est en exponent et il va venir devant le log 2. Donc je peux si je transforme en log, je peux réorganiser cette équation et ça me donne la façon très très facile de calculer la valeur de n. Parce que j'enlève ça ici des deux côtés et ensuite je divise les deux côtés de log 2, ça me donne n. Okay? Donc on connaît. Donc on peut calculer ce chiffre, le petit n, le nombre de générations qui ont écoulé pendant le laps de temps. Mais notre temps t, mais qu'est-ce qu'il me fait là? C'est extrêmement bizarre ça. Attends, la barre en bas, elle est un peu embêtante là.
Go away. Ah, ça, c'est quand même un peu pénible. Ah, ok, elle a disparu aussi bien. Ok, donc, je connais mon temps T, et ça me permet de connaître la valeur G, le temps de génération de ma bactérie en phase de croissance. Donc, c'est-à-dire le temps qui a écoulé divisé par le nombre de générations. Et cette valeur G, c'est le temps en moyenne nécessaire pour une bactérie, pour qu'une bactérie se divise en deux. Et ce temps de génération G sera constant pendant toute ma phase exponentielle. Et ça, c'est une valeur qui est intéressante à calculer pour les bactéries, parce que tout ce qu'on va faire par la suite, comment la température, le pH, etc., impacte la croissance bactérienne, dépend des mesures de cette valeur. Alors, ce qui est important dans ce calcul, c'est de bien identifier le début et la fin de la phase exponentielle. Et il est très important de choisir ces temps correctement, sinon les valeurs vont être fausses. Et exprimer les résultats sur une échelle logarithmique est très important pour ça. Donc ça, c'est des valeurs un peu imaginaires, en nombre de bactéries par microlitre en fonction du temps de culture. Si je mets ça sur un graphe en échelle linéaire, ça me donne ça comme courbe. Donc là, on pourrait imaginer, ben voilà, c'est là ma période de croissance bactérienne, là j'ai une sorte de droite, là je vais prendre le temps 100 minutes et comme mon temps 0 et 200 minutes comme mon temps t. Mais, ou 180 minutes. Mais ça c'est faux. Mais si on regarde sur une échelle log, on voit qu'en réalité, la phase exponentielle, elle a démarré plus tôt que ça. Elle a démarré plus tôt à temps 60 minutes et elle va jusqu'à peut-être 140 minutes. D'accord? Donc, si j'exprime mes résultats sur une échelle linéaire, ça peut m'induire en erreur parce que j'aurais choisi des temps qui sont mauvais pour calculer mon temps de génération. Et tout le calcul sera faux. Il y aura une valeur, mais en fait, elle ne sera pas bonne. Tandis que si j'exprime les résultats sur une échelle log, ça permet d'identifier bien le début et la fin de la phase exponentielle. Et d'ailleurs, ici, on pourrait dire même peut-être 120 minutes, parce qu'on voit que la courbe est en train de se ralentir un petit peu ici. Donc, c'est ça qui permet d'obtenir un résultat correct. Donc, l'utilisation de l'échelle logarithmique pour voir les résultats sur un graphe, c'est très important parce que ça permet de bien choisir les temps que l'on va utiliser pour le calcul qu'on a vu auparavant. Donc, vous ferez ça en TD et en TP et tout le monde va être capable de calculer le temps de génération correctement à la fin de l'UE. Alors, si on fait ça, donc ça c'est quelque chose que les microbiologistes ont fait pour toutes sortes de bactéries pour étudier leur vitesse de croissance. Et on se rend compte que toutes les bactéries ne vont pas pousser aussi vite que ça. Donc les bactéries que l'on va pouvoir cultiver facilement dans le laboratoire, comme Escherichia coli ou le Staphylococcus aureus, ont des temps de génération relativement courts. Donc les Escherichia coli, dans des conditions optimales de croissance, peut se dédoubler toutes les 20 minutes. Staphylococcus aureus va se dédoubler, se diviser toutes les demi-heures. Mais ce n'est pas vrai pour toutes les bactéries. Une bactérie pathogène comme Mycobacterium tuberculosis pousse très très lentement. Il va se dédoubler qu'une fois toutes les 12 heures. Et c'est vrai aussi pour Treponema pallidum, l'agent pathogène de la syphilis. Donc ces bactéries pathogènes, bon, c'est pas sûr que ça pousse si lentement que ça. Si dans le corps, Mycobacterium, il pousse pas très très vite, mais c'est aussi peut-être parce que le milieu, elle pousse pas très très bien en milieu de culture. D'accord?
Donc ici, Staphylococcus aureus et Escherichia coli poussent très très bien en milieu de culture. Pour ces bactéries-là, on n'arrive pas à les faire pousser plus vite que ça en culture. Et ça donne un problème, hein, parce que si on fait un étalement sur une boîte de gélose, si on a un Staphylococcus aureus ou un Escherichia coli, ça va pousser pendant la nuit, pas de problème. On voit les colonies le lendemain. Tandis que si on a un Mycobacterium tuberculosis dans l'échantillon, on étale sur la colonie, il faut attendre 3 ou 4 semaines avant de voir une colonie qui pousse sur le milieu. Donc ça, c'est un peu trop long pour poser un diagnostic, à vrai dire. Donc, vitesse de croissance plus ou moins élevée, et toutes ces bactéries-là sont les chimio-hétérotrophes. Donc, elles vont utiliser une source de carbone organique pour leur source d'électrons, d'énergie et de carbone. Les rhodospirums, c'est plutôt photo-hétéro-organotrophe. Anabina, c'est une cyanobactérie, c'est une photolitho-autotrophe. Nitrosomonas, c'est un chimio-litho-autotrophe. Ces bactéries-là ont besoin de tout créer à partir de CO2. D'accord ? Donc ici, leurs temps de génération sont plus longues parce que lors de leur croissance, il y a beaucoup plus de travail à faire. D'accord ? C'est pour ça que les autotrophes ont tendance à pousser plus lentement que les hétérotrophes. Il y a plus de travail biochimique à faire pour fabriquer du matériel qui compose une bactérie. Ok, donc ça c'est la croissance bactérienne en milieu liquide, mais beaucoup de bactéries dans l'environnement naturel vont pousser à la surface d'un objet solide et former un biofilm. Donc pas mal de bactéries naturellement vont passer une bonne partie de leur vie non pas libres dans un milieu liquide, mais en communauté microbienne associée à une surface. Donc ça, c'est en gros la crasse qui s'accumule sur n'importe quelle surface, sous l'évier, dans les tuyaux, lorsque c'est bloqué, vous avez souvent une sorte de horrible truc noirâtre qui pue. Ah, ça, c'est un biofilm. Alors, les biofilms peuvent être monoespèces, relativement rares, je dirais, c'est plutôt l'exception. Donc, Pseudomonas aeruginosa forme un biofilm lors des infections pulmonaires, c'est ce qui le rend plus difficile à soigner. Staphylococcus aureus va former des biofilms sur des cathéters et des implants médicaux. Mais il y a énormément d'exemples de biofilms multi-espèces, avec 2 ou plusieurs espèces de bactéries qui se déposent sur la même surface et éventuellement bactéries, moisissures, d'autres, enfin, mycètes et levures et d'autres formes de vie microbienne peuvent vivre ensemble dans un biofilm. Donc en général, ce sont des communautés complexes de plusieurs espèces de bactéries et d'autres micro-organismes. Alors, si on considère uniquement le cas d'un biofilm monoespèce, on a une sorte de phase de vie ou phase de croissance de biofilm. Et les bactéries qui forment les biofilms vont avoir tendance quel est le mot que je cherche là, à switcher entre 2 phases de croissance. Une phase de vie planctonique, pendant laquelle les bactéries sont libres en phase liquide, et une phase de vie sessile, pendant laquelle les bactéries sont associées à une surface, ne sont pas mobiles, et vont former un biofilm. Donc, le début de la formation d'un biofilm commence avec les bactéries planctoniques qui vont commencer à s'attacher à une surface. Et on a une phase d'attachement initiale qui est de faible affinité.
Donc il y a une phase d'attachement initiale, les bactéries vont se poser sur la surface et peuvent ensuite être éliminées facile. Si on met un jet de liquide, les bactéries vont partir. Ça, c'est suivi par l'expression de adhésines, qui sont souvent des pili d'adhésion, qui vont permettre l'attachement définitif de la bactérie sur la surface. Ensuite, la bactérie va synthétiser un exopolymère qui forme la partie un peu muqueuse, un peu glissante du biofilm. Et ensuite, notre biofilm va grandir, grandir et grandir avec un mélange de bactéries encastrées dans l'exopolymère. Et l'exopolymère, c'est un petit peu comme l'antigène de capsule. C'est un polymère qui est sécrété à l'extérieur de la bactérie, qui va servir à retenir l'eau. Donc, si notre surface est desséchée, les bactéries ne vont pas toutes mourir, parce que l'exopolymère va retenir l'eau et les bactéries vont continuer à survivre à l'intérieur de la biofilm. Donc, on a la maturation de notre biofilm, elle devient de plus en plus épaisse. Et puis, lorsque les nutriments sont épuisés et la vie en biofilm devient un peu trop serrée, bon, on aura l'éclatement de notre biofilm, la sécrétion d'enzymes qui vont dégrader l'exopolymère, l'expression de flagelles, éventuellement, qui permettront aux bactéries de partir à nouveau dans une phase planctonique et éventuellement aller coloniser une autre surface qui est disponible, qui n'est pas encore colonisée. Donc on a ces phases contrôlées de colonisation d'une surface, attachement à la surface, croissance sur la surface, et ensuite maturation et dispersion. Et une chose qui est intéressante ici, c'est que l'on a un comportement collectif des bactéries qui poussent en biofilm. C'est-à-dire que initialement, bon, peut-être on n'a qu'une seule bactérie qui va se déposer sur la surface, elle va croître, elle va s'adhérer définitivement par l'expression de pili, elle va commencer à croître, mais à un moment donné, lorsqu'elle se met à synthétiser l'exopolymère, c'est toutes les bactéries ensemble qui vont commencer cette synthèse en même temps. Et pareil un petit peu pour la dispersion. Donc ce n'est pas juste une bactérie qui va se comporter de façon isolée ici. On a un comportement collectif. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Plein d'espèces de bactéries sont capables de modifier ce qu'elles font en fonction de si elles sont très nombreuses ou pas très nombreuses. Et la question qu'on se pose, c'est que comment elle sait la bactérie? Comment elle sait qu'elle a plusieurs autres congénères à proximité? Et donc, cet comportement collectif dépend de ce qu'on appelle la perception de quorum, c'est-à-dire que les bactéries sont capables de détecter si elles sont nombreuses localement ou pas très nombreuses localement. Et c'est ce détection de quorum qui permet de coordonner les réponses d'une communauté de bactéries aux conditions environnementales. Et donc ce comportement collectif a été remarqué pour la première fois en 1979 chez la bactérie Vibrio fischeri qui vit, c'est une bactérie qui est commensale, qui génère la lumière sur des poulpes. C'est des poulpes ou les... l'autre truc là, squid. En tout cas, sur les poulpes, dans leurs organes, qui génèrent de la lumière, qui communiquent avec d'autres animaux. Et en fait, c'est des bactéries qui génèrent cette lumière sur l'organe luminescent de ces animaux. Mais Vibrio fischeri va générer cette lumière par l'expression d'une gène qui code pour une enzyme, la luciférase, qui génère la lumière, mais elle exprime ce gène uniquement lorsque les bactéries sont présentes à des concentrations très très élevées, ce qui est le cas dans l'organe luminescent de nos poulpes.
Alors, on a isolé la bactérie, on a mis en culture et on a essayé d'étudier quelles sont les conditions nécessaires pour l'expression de cette gène de luciférase et la génération de lumière par ces bactéries. Et on a testé différentes choses, ce n'est pas dépendant de la phase de croissance, c'est vraiment dépendant de la concentration de bactéries en nombre de bactéries par ml. Et le système utilisé par Vibrio Fischer pour détecter si elles sont assez nombreuses dépend de la synthèse d'une molécule dite auto-inductrice qui est, qui est le N-acylhomocérine-lactone, donc une petite molécule qui est hydrophobe, qui peut traverser librement les membranes plasmiques et externes de cette bactérie. Donc, on a un opérant ici qui code pour différentes gènes, dont l'opérant LUX-luciférase. Donc, le LUX-I est une enzyme qui contrôle la formation de notre AHL, acylhomocérine-lactone. Et l'AHL, lorsqu'elle est synthétisée, va diffuser à l'extérieur de la bactérie. Donc, lorsque nos bactéries sont peu concentrées, l'AHL à l'extérieur de la bactérie va avoir une faible concentration. Elle va diffuser dans le milieu liquide et puis elle disparaît dans la circulation. Or, lorsqu'on a plusieurs bactéries à proximité qui sont toutes en train d'excréter un petit peu d'AHL, la concentration de l'AHL va augmenter. Et ça, elle va commencer à rediffuser à l'intérieur de la cellule bactérienne. Et là, elle va se fixer sur une protéine qui s'appelle LuxR, et le complexe AHL-LuxR va avoir une activité d'induction sur l'expression de tout ce locus. Donc, je vais détecter un petit peu de AHL, c'est ça qui va permettre d'exprimer plus de LuxI. Le LuxI va exprimer plus de AHL et la AHL va à nouveau réactiver sa propre production. Donc, on a une boucle de renforcement. Donc, on va avoir une accumulation très, très rapide de l'AHL dans le milieu à l'extérieur et toutes les bactéries à proximité vont activer le système de contrôle génétique au même temps. Parce que toutes les bactéries à proximité sont en train de répondre à la concentration locale de cette molécule soluble qui est à l'extérieur. C'est pour ça qu'elles répondent toutes en même temps, de la même façon. Et parmi ces différentes enzymes-là, on a la luciférase qui génère la lumière. Donc ça, c'était le premier système de perception de quorum qui était identifié et compris chez les bactéries. Par la suite, on a découvert que plusieurs espèces de bactéries utilisent ce type de système. Donc, chez les bactéries à grain-, les molécules de acylhomocérine-lactone sont très fréquemment utilisées et c'est pas toujours exactement la même molécule. Okay? Cette groupement R, là, ça peut être différent selon les différentes espèces de bactéries. C'est comme ça qu'on sait qu'on a notre espèce de bactérie qui est présente et pas quelqu'un d'autre. Donc, on a une substance qui est légèrement différente en termes de structure. Donc, plusieurs espèces de bactéries à grain- utilisent des systèmes AHL. Donc, Agrobacterium tumefaciens se sert de ce type de système pour contrôler le transfert de plasmide entre bactéries. Ça, c'est intelligent, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine d'essayer de effectuer une conjugaison avec une autre bactérie si on n'a personne en face avec qui échanger de matériel génétique. Donc, c'est important qu'on ait suffisamment de partenaires potentiels à proximité. Pseudomonas aeruginosa, lorsqu'elles sont suffisamment nombreuses, elles vont tout de suite activer leur synthèse de biofilms et la sécrétion de facteurs de virulence. Alors, chez les bactéries à Gram+, plusieurs espèces utilisent des systèmes différents basés sur des peptides
qui sont auto-inductrices, c'est ça les AIP. Et ces peptides auto-inductrices contrôlent l'expression, par exemple, de facteurs de violence chez Staphylococcus aureus. Donc, lorsqu'elles sont suffisamment nombreuses, toutes ces bactéries-là vont sécréter des facteurs de violence en même temps. Et pour les bactéries sporulentes, comme Bacillus subtilis, par exemple, lorsqu'elles sont trop nombreuses, elles se détectent, OK, on est un peu trop nombreux là, on ne peut pas continuer à pousser, il vaut mieux qu'on génère des endospores pour survivre. Donc toutes les bactéries vont se mettre à produire des spores en même temps. Alors, le système AIP fonctionne un petit peu différemment. Donc d'abord, on a une protéine qui est exprimée dans le cytoplasme de la bactérie. Cette protéine va être découpée en petits peptides, les oligopeptides, et ces oligopeptides vont être exportés à l'extérieur de la bactérie. Et la concentration de ces peptides est détectée par un récepteur spécifique, pareil à la membrane plasmique de la bactérie. Et ce récepteur va démarrer une voie de signalisation à l'intérieur de la bactérie qui va contrôler l'expression des gènes qui sont impliqués dans la réponse. Et donc, comme pour les systèmes AHL, toutes les bactéries localement détectent la concentration du même oligopeptide et c'est pour ça qu'elles vont toutes réagir de la même façon, de façon concertée. Okay, donc ça, c'est la détection de quorum chez les bactéries. Donc là, c'est un peu le résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Okay. Dans tout ce qui est croissance, milieu de culture, besoins nutritifs des bactéries, il faut connaître la différence entre besoin nutritif et type nutritionnel. Type nutritionnel, c'est chimio-hétérotrophe, chimio-litho-autotrophe, etc. Besoin nutritif, on a besoin de carbone, on a besoin d'azote, etc. Le grand erreur de jamais confondre auxotrophe et autotrophe. C'est toujours un peu pénible lorsque des gens inventent des termes techniques qui veulent dire des choses très très différentes, mais qui sont des mots très très proches parce que c'est facile à les confondre. Donc autotrophe, on fabrique ses propres molécules de carbone organique de façon autonome, c'est ça l'auto. Auxotrophe, on a besoin de quelque chose. Et le auxo, je n'ai pas la moindre idée de l'étymologie de ce mot. Système de transport, un transporteur à cassette ABC, ça pour un type de transport de groupe, et les sidérophores pour le fer et d'autres métaux. Définition, utilisation de milieu et courbe de croissance des bactéries en milieu liquide et le cycle de croissance des bactéries sur des biofilms. Ça, c'est important. OK, donc on a 20 minutes pour un peu continuer là, mais on terminera probablement pas, donc je vais juste démarrer ici. Probablement, on fera température, oxygène et peut-être le pH. Alors, toutes les bactéries ont ce qu'on appelle des températures cardinales. Et les températures cardinales sont les températures minimales, la température minimum à laquelle la bactérie peut pousser. Et au-delà de cette température-là, la bactérie n'arrive pas à pousser. On a, donc ça, ce qu'on a ici, là. Et elles n'arrivent pas à pousser, même si le milieu est très très riche, parce que, en fait, bon voilà, okay. Température minimum. Ensuite, les bactéries ont une température optimale de croissance. Ici, on va dire que c'est autour de 35 degrés. Et au-delà de ça, si on continue à augmenter la température, on va remarquer que les bactéries vont pousser de moins en moins vite et elles vont arrêter de pousser. Et donc, c'est ça les températures cardinales d'une bactérie. Température minimale de croissance, température optimale et température maximale.
La température optimale existe parce que les enzymes de la bactérie vont fonctionner bien à cette température-là. Les membranes qui composent, les lipides qui composent la membrane plasmique de la bactérie vont avoir la composition qui permet un peu de fluidité dans la membrane, mais qui maintient la structure à cette température-là. Si on refroidit trop, en fait, on aura deux choses. Les enzymes de la bactérie ne vont pas fonctionner correctement. Elles ne sont pas adaptées à une température faible. Et les lipides dans la membrane vont être trop rigides et ça ne va pas assurer le transport à travers la membrane, des choses comme ça. Tandis que si on augmente la température trop, les protéines vont commencer à dénaturer. Elles ne vont plus être stables. Et pareil pour les lipides dans les membranes. Les membranes seront trop liquides et instables. Et ça fera que la bactérie ne peut pas survivre. Donc, ces températures cardinales, on les détermine avec ce type d'expérience en mesurant non pas le temps de génération de la bactérie, mais le taux de croissance maximale qu'on appelle le mu max à différentes températures. Donc, on voit qu'elle est minimum ici, on a un maximum là-bas et finalement, elle arrête de croître. Donc ça, ce sont des résultats expérimentaux sur le Listeria monocytogène, qui a une température optimale de croissance vers 35 degrés, donc qui peut être un pathogène pour nous, mais elle peut pousser néanmoins lentement un petit peu à 5 degrés. Donc elle a la capacité de pousser sur des aliments, la viande, dans le frigo. Alors, la dépendance des bactéries sur les différentes températures pour leur croissance est liée aux termes mésophile, thermophile, hyperthermophile, etc. Donc, les bactéries mésophiles vont avoir leur température optimale de croissance entre 20 et 40 degrés, la température minimum entre 15 et 20 degrés et la température maximum 50 degrés. Les bactéries thermophiles vont avoir leur optimum de croissance entre 55 et 60 degrés. Et des hyperthermophiles vont pousser au mieux au-delà de 80 degrés. Les bactéries psychotrophes vont pousser bien entre 20 et 30 degrés, vont avoir une température maximum de croissance autour de 35 et un minimum à 0, tandis que les psychrophiles vont vraiment aimer les températures faibles, avec une température optimale de croissance autour de 10 degrés, même moins des fois, et pourront pousser jusqu'à 0 degrés ou moins 1 ou moins 2 degrés. Et si on les met à l'incubateur à 30 degrés, elles ne vont pas pousser. Alors, Listeria, donc j'ai donné un exemple de chacun ici, là. Donc, Listeria monocytogène, c'est un peu une exception parmi les bactéries psychotrophes, parce que, comme on voit sur les données ici, sa température optimale de croissance est autour de 30-35 degrés. Donc, elle peut pousser très très bien chez nous. Mais elle est quand même capable de pousser jusqu'à 5 degrés dans le frigo. Alors, la plupart des bactéries que l'on va techniquer vont être des mésophiles, qui vont pousser dans l'incubateur à 30 ou à 37 degrés. Et évidemment, si on veut cultiver les thermophiles ou des hyperthermophiles, on a besoin de mettre l'incubateur un peu plus élevé. D'accord ? Alors, en bleu, c'est une archéobactérie. Et les archéobactéries sont souvent des extrémophiles. Alors, quelles sont les adaptations des bactéries à la température? Comme j'avais dit, les protéines sont adaptées à fonctionner bien à une certaine température. Donc, chez les psychrophiles, leurs protéines sont adaptées pour fonctionner correctement à des températures inférieures à 10 degrés. Et lorsqu'on regarde la structure de la protéine, on remarque qu'il y a moins d'interactions hydrophobes à l'intérieur de la protéine, il y a moins de ponts hydrogène et on a moins de proline dans la structure de la protéine. Et globalement, ça fait que les protéines des bactéries psychrophiles sont
moins stables. Elles sont un petit peu plus flexibles à basse température. Et cette flexibilité est essentielle pour l'activité des enzymes. Donc, si elles étaient plus stables, les enzymes ne fonctionneraient pas à basse température. Et aussi, les bactéries psychrophiles expriment des protéines antigel qui vont empêcher des cristaux d'eau à former des cristaux de glace. À l'inverse, chez les bactéries thermophiles, lorsqu'on regarde leurs protéines, on remarque qu'il y a plus d'interactions hydrophobes à l'intérieur de la protéine, plus de pans hydrogène et plus de proline dans la protéine. Donc la proline, c'est cet acide amylé-là, et elle a la particularité d'avoir le groupement amine, okay, la partie amine de acide aminé, qui fait partie d'une sorte de cycle, d'une moïté cyclique. Et ça fait que les ponts peptidiques impliquant le proline ont beaucoup moins de flexibilité. Elle ne peut pas bouger. Donc si on met plus de proline dans une protéine, ça fait que la structure est plus rigide. Donc globalement, les protéines chez les bactéries thermophiles et hyperthermophiles sont beaucoup plus stables, donc et moins flexibles. Et donc c'est pour ça qu'elles résistent à la température. Elles ne sont pas dénaturées et dépliées par la température, parce qu'elles ont ces adaptations. Alors les bactéries thermophiles expriment également des protéines chaperones spécialisées qui empêchent les protéines de se déplier à des hautes températures. Donc, ces propriétés des protéines bactériennes sont intéressantes pour nous, pour une exploitation industrielle. Donc, les protéines des bactéries psychrophiles, ça donne des enzymes qui sont efficaces à basse température. Donc, les protéases, des lipases ou des cellulases que l'on peut ajouter dans les produits pour faire de la lessive à température ambiante. Donc, on peut avoir un très bon lavage à basse température si on ajoute quelques enzymes de bactéries psychrophiles pour dégrader les taches. Donc, on n'a pas besoin de chauffer et on utilise moins d'énergie. Chez les bactéries thermophiles, leurs enzymes sont thermostables. Donc, ça, c'est très utile en biotechnologie pour la TAC polymérase, qui est extrêmement utile dans énormément d'applications de biologie moléculaire. Et aussi, pour l'industrie, on développe des enzymes comme les xylanases ou les lacases pour le blanchiment biologique dans l'industrie des textiles. Donc, normalement, cette étape de blanchiment ou blanchissement est effectuée par des produits chimiques, comme de la soude, mais ça génère beaucoup de déchets chimiques qui sont dangereux pour l'environnement. Donc, si on peut utiliser des enzymes thermostables, ça permet de rendre le processus un peu moins nocif pour l'environnement. Donc, l'exploitation de ces enzymes chez les bactéries psychrophiles et thermophiles peut être une bonne chose dans une démarche d'avoir une industrie un peu plus éco-friendly. Alors, qu'en est-il pour les lipides et les membranes chez les bactéries psychrophiles et thermophiles? Lorsqu'on regarde chez les bactéries psychrophiles, on voit que les lipides membranaires sont des chaînes aliphatiques insaturées, d'accord, avec des doubles ponts comme ça. Et ça fait que la température de fusion de la lipide est plus faible. Donc c'est comme l'huile d'olive et pas comme le beurre. D'accord ? Donc on n'a plus d'acide gras insaturé. Donc la membrane reste flexible et liquide à température basse. Chez les thermophiles, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a plus de formes linéaires, mais avec des cycles et des formes branchées qui vont augmenter la température de fusion de la lipide. Donc, c'est-à-dire qu'à des fortes températures, à des hautes températures, la membrane, la bicouche lipidique, va maintenir sa structure. Elle ne sera pas totalement fondue et partira pas en liquide. Et chez les archéobactéries, surtout chez les extrémophiles, on a des formes lipidiques qui sont très différentes avec des fois
des chaînes lipidiques qui traversent la bicouche en entier et ce sont des structures qui sont très très stables face à la température. Alors, les bactéries qui sont mésophiles, mais qui arrivent à pousser sur une assez grande étendue de température, ont la capacité de modifier la composition de leurs acides gras lipidiques en fonction de la température de croissance. C'est-à-dire, bon, Bacillus, souvent, Bacillus subtilis, peut pousser même à 50 degrés, mais pour cela, elle va modifier la composition de ces lipides membranaires pour les rendre plus résistantes à la température. Et à basse température, certaines bactéries vont introduire plus de double pont, plus de ponts insaturés pour modifier la structure des lipides et maintenir les membranes en état fonctionnel en fonction de la température de croissance. Donc les bactéries qui peuvent pousser sur une assez large gamme de températures ont la capacité de moduler un petit peu la composition de leurs lipides membranaires. Les bactéries qui poussent à une gamme de croissance qui est très étroite, en fait non, elles vont avoir leur membrane et ça reste comme ça, quoi, et ça ne s'adapte pas. Alors, on a 5 minutes. Moi, je pense que je vais juste faire l'oxygène, d'accord? Donc, température, gros impact sur la croissance des bactéries. Présence d'oxygène également très, très importante. Donc, si on ensemence des bactéries dans un tube et on ensemence en profondeur dans une gélose molle, on laisse ouvert le bouchon en haut, ce qui va faire qu'on va générer une concentration d'oxygène dans le tube. On aura très peu d'oxygène en bas et le contact avec l'air en haut fera que j'ai un milieu oxygéné tout en haut. Et donc, en fonction de la tolérance de ma bactérie ou des besoins de la bactérie pour l'oxygène, la bactérie va pousser à différents endroits dans mon tube. Donc, les bactéries qui sont aérobies vont pousser seulement au haut du tube parce qu'elles ont besoin de l'oxygène. Les bactéries qui sont anaérobies strictes, ça va être l'opposé. Elles ne peuvent pas supporter la présence de l'oxygène, donc elles vont pousser uniquement tout en bas. On a aussi des trucs un petit peu intermédiaires. Les bactéries anaérobies aérotolérantes vont pousser tout en haut du tube, mais en fait, la concentration de la bactérie sera la même en haut et la même en bas. Elle n'utilise pas l'oxygène, elle peut supporter l'oxygène, mais elle ne s'en sert pas. Tandis que les bactéries aérobies, ou on dit plutôt anaérobies facultatives, vont pousser jusqu'en bas, mais elles poussent mieux en présence d'oxygène. C'est-à-dire qu'elles peuvent croître sans oxygène ou avec oxygène, mais en présence d'oxygène, elles poussent mieux. Et à côté de ça, on a aussi des bactéries un peu pénibles qu'on appelle microaérophilies. Et ces bactéries-là vont avoir besoin d'oxygène, mais elles ne supportent pas une concentration trop élevée. Donc elles ne sont pas anaérobies, elles ont besoin d'oxygène, mais tout en haut, elles poussent mal. Alors, les bactéries anaérobies ne supportent pas l'oxygène parce qu'elles ne possèdent pas des enzymes qui désactivent les formes toxiques d'oxygène. Et deux enzymes sont importantes, le superoxyde dismutase, le SOD, et le catalase. Les anaérobies strictes n'ont ni l'une ni l'autre. Les bactéries qui utilisent l'oxygène dans leur métabolisme pour effectuer la respiration possèdent les deux, le superoxyde dismutase, le SOD, et le catalase. C'est présent chez les aérobies obligatoires et les anaérobies facultatives, tandis que les anaérobies aérotolérantes vont posséder que la superoxyde dismutase. C'est vrai également pour les bactéries microaérophilies. Alors, ces deux enzymes font quoi? La superoxyde dismutase va prendre le radical de dioxygène, qui est extrêmement réactif et extrêmement toxique pour les bactéries, et ils vont
le faire réagir avec 2 protons pour donner de l'eau oxygénée et une molécule d'oxygène. Donc l'eau oxygénée, c'est moins toxique que les radicaux d'oxygène, mais c'est quand même un peu toxique. Et si la bactérie est en train de fabriquer beaucoup d'eau oxygénée, elle a besoin également de le détoxifier par la catalase qui va le dégrader en eau et en une demi-molécule d'oxygène. Donc pourquoi ce sont les aérobies et les anaérobies facultatives qui ont besoin des deux? Parce que lors de la respiration, elles sont en train d'utiliser l'oxygène comme accepteur terminaux d'électrons. Et ce processus, ça génère plus de radicaux d'oxygène. Donc, de par leur métabolisme aérobie, elles génèrent plus de radicaux d'oxygène et donc elles ont besoin de les détoxifier. Tandis que ici, là, les anaérobies aérotolérantes, elles ont besoin d'éliminer un petit peu des radicaux d'oxygène qui peuvent être formés naturellement. Mais la concentration qui existe est beaucoup moins. Donc, elles ont moins besoin de la catalase pour vite dégrader l'eau oxygénée qui est produite par le superoxyde dismutase. Donc, j'arrive un peu à la fin du temps, donc je vais rester là avec quelques exemples de bactéries dans chaque catégorie. Et vous devez connaître un exemple d'une bactérie anaérobie facultative, anaérobie stricte ou aérobie obligatoire. Ok, donc on se revoit, c'est demain, c'est ça? Ok, demain matin et on termine.